Mesdames, Messieurs, alors bonjour et bienvenue à cette formation en ligne du projet européen Bridging the Gap, combler l'écart. Bienvenue, permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Federico Martire, je suis le directeur du projet Combler l'écart. Je travaille pour FIAP Coopération Espagnole. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est juste d'animer cette session qui sera présentée par Monsieur Lars Bosman, que je remercie d'avance pour sa participation et disponibilité. Alors, juste quelques mots pour introduire ce qui est le projet Bridging the Gap et cette session, et après on passera au contenu de la formation. Alors, tout d'abord, sachez que le projet Bridging the Gap, combler l'écart, est un projet européen de coopération internationale qui vise à l'inclusion des personnes handicapées et à la promotion de leurs droits dans des pays à niveau de revenus moyen et faible. Le projet est, comme je le disais, financé par la Commission européenne et implémenté, mis en œuvre par un consortium lidéré par FIAP Coopération Espagnole en collaboration avec les agences de coopération de développement de l'Espagne, de l'Italie et de l'Autriche, le Forum européen du handicap et le Consortium international handicap et développement. Le projet compte aussi sur la participation en qualité d'observateur du ministère des Affaires étrangères de la Finlande et le Bureau des Nations Unies, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le droit humain. Voilà, parmi les plusieurs activités qui ont été lancées par Bridging the Gap, nous sommes là dans le cadre du cycle de formation en ligne développement et handicap, qui vise à présenter les différents aspects de l'inclusion des personnes handicapées dans les politiques internationales du développement. Ce cycle, cette session d'aujourd'hui est la deuxième session de son cycle d'un total de 12 sessions de formation. La première eut lieu il y a à peu près un mois. Il concernait une présentation générale sur la Convention des droits des personnes handicapées. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de la suivre, je posterai dans le chat ici de la session les liens à la page internet du projet et des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube, où vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à cette session formative. Aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième session de ce cycle, une session dédiée entièrement aux relations existantes entre les objectifs de développement durable et la Convention des droits des personnes handicapées et les références donc des ODD à l'inclusion des personnes handicapées. Une thématique de très grande importance, vu que dans les précédents cadres des objectifs multi-annuaux des Nations Unies, les objectifs du millénaire, en fait, il n'y avait référence aucune à l'inclusion des personnes handicapées. Au contraire, les ODD font une référence exprès aux personnes handicapées. De quelle manière, de quelle façon les personnes handicapées peuvent être incluses dans ces processus de développement projetés et promus par les ODD, on va le voir aujourd'hui grâce à Lars. Lars Bosman, notre formateur aujourd'hui, est directeur du département plaidoyer international et alliance chez CBM, un des membres du Consortium international développement et handicap, que, comme je le disais tout à l'heure, est un des membres du consortium du projet Bridging the Gap. Lars est basé à Bruxelles, d'où il nous parle aujourd'hui, et représente CBM auprès d'instances internationales, aussi bien que des ONG soi-disant mainstream et des organisations des personnes handicapées. Il focalise son travail notamment sur les objectifs de développement durable, donc en fait l'expert parfait pour nous parler aujourd'hui de cette thématique. Et pour vous donner encore quelques éléments sur Lars, lui est d'origine allemande, même s'il parle parfaitement français et anglais. Il a 39 ans, il est aveugle de naissance. Donc voilà, juste avant de démarrer, deux petites informations techniques pour tout le monde. Tout d'abord, vous retrouvez dans le chat box le lien
au sous-titrage en direct. Il faut juste vous cliquer et vous accéderez au sous-titrage. Après cette formation, demain, ou plus probablement lundi, je crois, vous allez recevoir un mail avec toutes les informations sur cette session. Il inclut la vidéo de la formation et vous pouvez quand même retrouver toute l'information sur les sites internet dont je fais mention après. Vous pouvez intervenir et poser des questions, soit par le biais du panneau des questions que vous retrouvez sur la plateforme GoToWebinar qui accueille cette formation, ou bien vous pouvez lever votre main, bien entendu virtuellement, et je pourrais vous donner la parole, c'est-à-dire vous ouvrir le micro et vous pourrez intervenir. Cependant, nous aurons, ce sera un peu notre formateur qui va décider quand ouvrir disons, la place pour questions et interventions de la part des participants. Donc, voilà, with no further ado, avec tous mes remerciements, je passe la parole à Lars. Et Lars, à toi pour nous illustrer les relations entre les ODD et l'inclusion des personnes handicapées. Merci encore à toutes et à tous et bonne formation. Donc, merci Frédérico et bonjour, effectivement, bonjour, bonsoir, ou ça dépend des horaires évidemment et des fuseaux d'horaires, là où vous vous trouvez. Donc, merci pour aussi cette invitation, bien sûr, à parler de ce sujet, effectivement, que je traite quand même de manière très régulière, pour ne pas dire de manière quotidienne, dans mon travail, comme Frédérico l'a bien expliqué. Et ce qui est bien, et en même temps, c'est toujours aussi un véritable défi, évidemment, parce que je ne vous connais pas, nous ne connaissons pas, et je suis sûr que les connaissances de la matière sont certainement très diversifiées. Si on faisait maintenant un tour de table, ce que nous n'allons pas faire, évidemment, on aura certainement des degrés de connaissance sur la matière très, très, très différents d'une personne à l'autre. Et ça, c'est toujours un peu le grand défi en tant que formateur, ou en tout cas présentateur durant cette séance. Essayons vraiment de remplir cette tâche. Et donc, je l'ai préparé de la manière suivante. Comme ça, vous connaissez un peu le menu que je vais essayer de servir dans un premier temps. Donc, nous allons forcément, vous connaissez la thématique de la séance, donc inutile de la répéter. Je vais essayer de m'y prendre en fait en 4 temps, donc 4 parties de présentation, mais chacune d'entre elles sera vraiment très brève, très courte, pour aussi permettre après à l'échange et à l'interaction, ce qui est quand même au cœur de cette formation. Donc moi, je vais d'abord évidemment regarder un peu qu'est-ce que cette fameuse agenda 2030, qu'est-ce qu'elle comprend, d'où elle vient. Ça, c'est un peu la première partie, on va dire, d'introduction. La deuxième partie, ça sera plutôt vraiment qu'est-ce que dit cet agenda 2030 sur les droits des personnes handicapées, concrètement. La troisième partie sera effectivement liée à la Convention des droits des personnes handicapées, relative aux droits des personnes handicapées, parce que le but aujourd'hui de la séance, c'est vraiment de faire le lien entre les deux. Et puis, forcément, il y aura quelques mots de conclusion et de mise en œuvre pour parler de la mise en œuvre de tous ces outils. Comment est-ce qu'on peut concrètement utiliser ces outils ensemble. Voilà, donc ce sont un peu les 4 points que je vais essayer d'aborder. Malheureusement, comme le temps est toujours un peu court et chacun de ces points pourrait bénéficier de tout un séminaire, même pas un webinaire, mais tout un séminaire de quelques jours de formation. Il s'agit forcément d'une présentation très succincte, vraiment d'introduction et plus un tour d'horizon, et on n'aura pas l'occasion d'approfondir tous les aspects et tous les détails de ces thématiques évidemment importantes, mais aussi très complexes par leur nature, vous comprenez bien. Voilà, donc je vais maintenant passer vraiment à la présentation, qui est une présentation, donc je n'ai pas de
présentation PowerPoint, c'est une prise de parole, plus qu'une présentation. Et en même temps, sur mon ordinateur personnel, je suis évidemment les notes sur ma barrette braille, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc dans un premier temps, comme je l'ai dit, je vais expliquer un peu d'abord de quoi partons quand on parle ici de l'agenda 2030. Normalement, le titre officiel, c'est encore même plus ronflant et plus complexe, c'est transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030. Donc ça, c'est la traduction tout à fait officielle de ce que moi j'appelle en raccourci un peu l'agenda 2030. Et pour plus de facilité, je m'y tiens à cette notion un peu plus courte. Donc l'agenda 2030. Donc en fait, il y a eu un long processus de négociation qui a abouti à l'adoption, et là ça nous replonge dans le mois de septembre 2015 déjà, oui, le temps passe vite, où tous les chefs de gouvernement et d'État de tous les pays membres des Nations Unies se sont réunis à New York pour adopter cette fameuse agenda 2030, qui est donc en fait le résultat de, je caricature peut-être un peu, de à peu près 3 ans de négociations qui ont eu lieu un peu, bien sûr beaucoup à New York, entre les diplomates des Nations Unies, mais aussi beaucoup un peu partout dans le monde, dans les différentes capitales, avec beaucoup de quand même contributions de la part de la société civile, à travers aussi des plateformes en ligne. Donc, il y a eu tout un processus de négociation que je ne vais pas décrire plus en détail parce qu'on pourrait même là-dessus simplement faire tout un séminaire, mais qui a abouti à ce consensus qui était donc acté et adopté en 2015 par les Nations Unies et donc tous les États membres des Nations Unies. Et donc, ça c'est pour la première fois quand même depuis, on va dire, l'existence des Nations Unies, qu'on a réussi en tant que communauté internationale de se mettre d'accord sur un plan assez ambitieux et assez global, vraiment de développement durable. Voilà, je vais approfondir ça dans un instant un peu. Donc ça, c'est le point de départ. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'agenda 2030. Maintenant, je veux peut-être clarifier un peu l'agenda 2030. Est-ce vraiment un synonyme des ODD? Peut-être poser la question et déjà d'y répondre. Réponse, non, pas tout à fait. En fait, l'agenda 2030 dont on parle, ça comprend plusieurs composantes. Il y a un préambule, il y a une déclaration politique, il y a les objectifs du développement durable, les ODD, mais il y a aussi la question de la mise en œuvre et des moyens de suivi. Donc, en tout, en réalité, on parle de 5 éléments, 5 composantes quand on parle de cet agenda 2030, dont les ODD, donc les objectifs du développement durable, sont au cœur de ce dispositif. Mais il n'y a pas vraiment, quand on dit les ODD, c'est l'agenda 2030, c'est pas tout à fait exact. Et bon, c'est pas simplement ici une notion de terminologie et un peu d'exercice académique et universitaire. Je pense que c'est important de faire quand même cette différence, tout simplement parce que dans les références faites aux personnes handicapées, il y en a certaines qui sont comprises dans l'agenda 2030, mais qui ne figurent pas dans les ODD. Et donc ça, c'est important peut-être de voir. Donc quand on parle, et on va y revenir dans un instant, des 11 références faites aux personnes handicapées, aux droits des personnes handicapées, là, on parle en fait de l'agenda 2030 et pas des ODD. Bon, je vais peut-être passer à la suite, histoire de ne pas rendre les choses encore plus complexes, mais c'est quand même une distinction importante. En fait, l'agenda 2030
fait évidemment suite, et Federico l'avait déjà comme ça annoncé tout à l'heure, fait évidemment suite à ce qu'on a appelé à l'époque les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, pour faire ça encore, pour rendre encore plus compliqué les choses. Et pourquoi est-ce important? Et je vais vite parcourir certaines différences entre ces deux agendas, car ces différences permettent aussi de bien comprendre la nouveauté, les changements qu'est censé apporter l'agenda 2030 par rapport au passé. Donc, je vais rapidement expliquer certaines de ces différences. Encore une fois, il y en a beaucoup plus, évidemment. La liste serait longue, mais je vais juste vraiment faire allusion à certaines d'entre elles. Donc, une première différence entre donc, les OMD et l'agenda 2030, c'est maintenant le caractère universel de l'agenda 2030. Avant, les OMD donc, de l'an 2000 en 2015, ça couvrait cette période, ces 15 années-là. En fait, c'était encore beaucoup un programme décidé et fait par les pays donateurs, les pays riches si vous préférez, en langage simple, et qui était vraiment décidé pour les pays en voie de développement, pour les pays pauvres, avec quand même une approche, on va dire, un peu traditionnelle ou traditionnaliste de la coopération au développement, à savoir les pays riches donnent aux pays pauvres afin de mettre en œuvre certains programmes, notamment ciblant et visant à réduire l'extrême pauvreté, et certains d'autres objectifs encore, mais notamment celui-là. Et donc, c'est quand même, ça reflétait encore un rapport de force même entre pays qui désormais laisse place à ce qu'on appelle le caractère universel de l'agenda 2030. Ce qui signifie pas que tous les pays partent de la même base, du même point de départ en matière de développement, bien sûr que non. Mais ça signifie que l'agenda 2030 est d'application et d'actualité dans tous les pays. Donc tous les pays, qui soient riches, pauvres, moyennement riches ou autres, sont censés mettre en œuvre dans leur cadre national cet agenda, évidemment en partant d'un niveau de développement qui peut être très différent d'un pays à l'autre, bien entendu. Mais c'est important aussi parce que ça reflète un peu le monde nouveau, si vous voulez, même en termes de rapport de force entre les pays. Donc ça, c'est une première différence entre les OMD et l'agenda 2030. Une deuxième différence sur laquelle je vais juste perdre 2-3 mots, c'est aussi évidemment le concept même du développement durable qui est donc au cœur de cet agenda 2030. Forcément, c'est beaucoup plus global, et quand je dis global, j'entends maintenant global dans le sens d'intégration, d'entièreté, global pas au sens mondial du terme, par rapport à ce qui existait auparavant. Donc ça englobe maintenant des dimensions vraiment économiques, environnementales et sociales, alors que l'approche précédente était beaucoup plus axée autour, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un développement, d'une notion et d'une compréhension du développement, je ne veux pas dire méchamment, à l'ancienne. Je pense que c'est important à vraiment avoir à l'esprit également. Une troisième distinction ou différence entre les OMD et l'agenda 2030, c'est aussi l'approche que je qualifierais moi-même l'approche multipartie, qui maintenant est aussi au centre et au cœur de l'agenda 2030. Donc ça signifie qu'il y a de plus en plus de promotion d'une approche d'inclure le secteur privé notamment, mais pas que, mais aussi de forger
des alliances et des formes de collaboration entre justement ce même secteur privé, les organisations, on va dire, associatives, les Nations Unies, d'autres bailleurs de fonds, d'autres agences du développement et forcément les différents gouvernements locaux, régionaux, nationaux, pour avoir fait plus ou moins la liste maintenant de tous les acteurs. Il y en a bien d'autres. On pourrait aussi citer les universités, le monde académique et bien d'autres. Donc cette approche, forcément, rend la mise en œuvre certainement plus complexe d'une certaine façon, mais aussi reflète sans doute les besoins financiers plus importants pour mettre en œuvre l'agenda 2030 par rapport aux OMD, tout simplement parce qu'on a augmenté non seulement le degré d'ambition, mais aussi le nombre d'objectifs et tout simplement, quand je dis que le développement durable est au cœur de l'agenda 2030, ça signifie qu'il y a beaucoup plus de dimensions dont il faut tenir compte et donc il y a aussi simplement beaucoup plus besoin d'acteurs, mais aussi d'argent, parlons vrai. Un dernier, évidemment, signe distinctif entre l'agenda 2030 et son prédécesseur, si vous voulez, c'est évidemment les références faites aux personnes handicapées, comme on l'a vu, et Federico y a bien fait allusion dans son introduction déjà, mais il n'y avait aucune référence faite aux personnes handicapées dans les objectifs du millénaire, alors que maintenant, on passe à 11 références, si on veut simplement compter les références pour commencer, dans les documents, de l'agenda 2030. Et donc, ça, c'est évidemment pour le but de cette séance, de cet après-midi, ça, c'est évidemment une différence notable sur laquelle je vais quand même m'arrêter plus longuement maintenant. Donc là, je passe vraiment aux références faites aux personnes handicapées dans l'agenda 2030. Donc, en tout, comme je l'ai déjà dit, il y a 11 références. Et donc ça, c'est un véritable progrès, bien entendu, par rapport à ce qu'on a eu auparavant. Mais au lieu de simplement tenir là maintenant les statistiques et se dire, voilà, il y a 11 références, il faut toujours se poser la question, déjà, avant de les citer ou de dire dans quel domaine ou dans quel objectif ils se situent exactement, il faut toujours aussi se poser un peu la question, qu'est-ce que ça signifie qu'il y a maintenant des références, c'est bien, mais est-ce que ça a aussi un impact? Est-ce que c'est important? Pourquoi c'est vraiment important fondamentalement? D'après moi, ça dépasse évidemment les statistiques de 11 mots ou 11 références. Ça traduit une réalité quand même nouvelle, une volonté politique de travailler et d'avancer sur les droits des personnes handicapées accrue, une prise de conscience en tout cas que c'est un domaine, si vous voulez appeler ça un domaine, qui était oublié ou en tout cas un peu relégué au second plan dans tous les programmes de développement du passé. Donc là, il y a certainement une prise de conscience traduite dans et par ces références. Ça ouvre les portes aussi à tout le suivi, les programmes de suivi du développement, bien sûr, parce que ces objectifs, cet agenda 2030, détermine en très grande partie quand même les financements, les priorités politiques de la coopération au développement, bien entendu. Sinon, quel serait le sens d'avoir vraiment un tel agenda ambitieux si ça n'avait pas cette orientation-là? Un dernier point, pourquoi je pense que c'est aussi important d'insister un peu quand même sur ces nombreuses références simplement dans le texte, c'est aussi que on a finalement aujourd'hui toujours très peu de données fiables sur les personnes handicapées dans les différents pays et même à l'échelle mondiale. Et s'il y en a par-ci, par-là, il s'agit souvent d'estimations ou de données
assez vieille et donc très peu comparable entre les pays aussi. Et donc finalement, pourquoi c'est important? Quand on veut se doter de politiques bien ciblées et qui atteignent vraiment leurs objectifs et qui incluent les gens, et ici en l'occurrence les personnes handicapées, mais il faut quand même connaître les réalités des personnes handicapées, et les données sont un moyen important pour mieux la connaître, pour mieux la cerner. Or, l'absence dans les OMD, pardon, les OMD de référence faites aux personnes handicapées, signifiait aussi qu'on les comptait pas, entre guillemets, et donc que les données sont vraiment très peu présentes. Et ça, évidemment, ça enclenche un cercle quelque part aussi, je ne veux pas dire vicieux, mais un cercle quand même. On n'est pas inclus dans un agenda politique. Ce qui n'est pas inclus dans un agenda politique, ce n'est pas compté, il n'y a pas de statistiques ou de données dessus. Et finalement, ce qui n'est pas compté, ce qui n'est pas mesuré, ensuite reste invisible. Et donc, pour briser ce cercle dont je parle ici, qui existait ces 20-30 dernières années, l'agenda 2030 est un formidable outil. Donc, revenons maintenant aux références faites aux personnes handicapées dans cet agenda 2030. Donc, sur les 11 références en tout, il y en a 7 qui sont incluses dans ce qu'on appelle donc les objectifs du développement durable, les ODD, et 4 dans les autres parties dont je parlais tout à l'heure de l'agenda 2030. Concrètement, il y a 2 de ces références, je parle maintenant uniquement des 7 références dans les ODD, parce que c'est ça quand même qui est au cœur de l'agenda 2030, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est cette partie-là qui sera aussi mesurée, mise en œuvre et aussi quelque part vérifiée si sa mise en œuvre montre et démontre son efficacité. Donc, il y en a 2 dans le domaine de l'éducation. Il y en a une dans l'emploi, une autre dans l'objectif portant sur les inégalités. Il y en a 2 références faites dans tout ce qui est urbanisation. Il y en a une, pour conclure, dans justement le suivi de cet agenda. Donc ça, on fait 7 en tout. Je ne vais pas maintenant, parce que vous pouvez évidemment, après cette session, vous référer à l'agenda 2030 et aux objectifs du développement durable en particulier. Vous pouvez chacun, selon vos intérêts ou aussi vos champs d'action et vos thématiques que vous traitez concrètement, vous référer exactement au texte de ces références, mais je les ai juste énoncées ici pour indiquer quand même la diversité de ces références et aussi leur importance dans vraiment des domaines clés pour la qualité de vie, si vous voulez accepter cette expression-là, des personnes handicapées. Maintenant, on peut toujours se dire aussi qu'il y a quand même aussi des objectifs du développement durable où on aurait pu avoir plus de références faites aux personnes handicapées alors qu'il n'y en a pas. Hein, c'est évidemment un succès d'en avoir ces 7 que je viens de citer, mais il y en a d'autres qui manquent peut-être aussi. Et là où par le passé on aurait certainement soupçonné la plus grande chance d'avoir des références, notamment je pense à l'objectif portant sur la santé, là il n'y en a pas dans les ODD. Donc là, on peut parfois être un peu surpris même d'une certaine façon, mais il faut aussi, et ça c'est un point important sur lequel je vais aussi m'arrêter 2 secondes, il y a les références directes que je viens de citer,
en tout cas que je viens de vous indiquer où elle se trouve dans les objectifs. Mais il y a aussi une partie que personnellement je juge aussi importante sur les références que personnellement je dirais indirectes, faites aux personnes handicapées, mais qui ne sont pas expressément faites aux personnes handicapées. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Il y a toute une série de références à travers tout l'agenda 2030 qui parlent de groupes vulnérables. Maintenant, c'est une terminologie qui me déplaît ou qui ne plaît pas à tout le monde. On est d'accord, on peut avoir un débat là-dessus aussi, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. Mais dans la compréhension et la définition des groupes vulnérables selon l'agenda 2030, les personnes handicapées font partie de ces groupes vulnérables. Donc, à chaque fois qu'il y a mention faite aux personnes, aux groupes de la population vulnérable, les personnes handicapées sont aussi incluses sans qu'elles soient directement et à nouveau citées. Idem pour toutes les références qui se terminent par la formulation pour tous. Par exemple, l'éducation pour tous ou les accès aux soins de santé pour tous. Donc, il y a un tas de références de ce style, de ce genre-là, à travers de tout cet agenda, qui donc, implicitement, fait référence aux personnes handicapées, encore une fois, sans pourtant les citer directement. Dernière, on va dire, référence indirecte qu'on peut utiliser et qui démontre quand même le caractère nouveau et inclusif de l'agenda 2030, c'est le fameux slogan, la devise, si vous préférez, ne laissez personne de côté. Ça, évidemment, c'est assez percutant comme devise, si on veut, et ça inclut et ça parle, ça s'adresse évidemment aussi, et dans beaucoup de pays très précisément, aux personnes handicapées. Donc, tout ça, les références directes et indirectes soulignent vraiment que cet agenda est un véritable progrès par rapport à ce qu'on a eu auparavant et donc est un outil qu'on peut utiliser dans nos différents programmes et actions de développement, que ce soit les acteurs de la société civile, les organisations de personnes handicapées, les agences du développement et ainsi de suite, vraiment dans notre travail au quotidien. Maintenant, il ne faut pas non plus croire que cet agenda, c'est un peu une approche entre guillemets biblique. C'est pas non plus, voilà, c'est la référence bien entendue pour les années à venir, mais il faut toujours voir cet agenda aussi en lien avec d'autres outils. Et quand on parle de l'inclusion et des droits des personnes handicapées, notamment avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et ça, c'est évidemment très important parce que c'est en utilisant ces outils ensemble qui vont vraiment avoir une efficacité plus grande et, et vraiment une chance de nous faire avancer sur la voie de l'inclusion. Donc, cette convention relative aux droits des personnes handicapées, dont je vais brièvement parler maintenant, parce qu'il y a déjà eu un autre webinaire là-dessus, comme Frédérico l'a bien rappelé tout à l'heure, et j'invite effectivement tout le monde à vraiment réécouter ce webinaire, parce que ici, on n'a pas le temps, malheureusement, de vraiment bien expliquer en profondeur et en détail ce que signifie cette convention, mais à souligner quelques éléments quand même qui sont importants pour illustrer les liens entre les deux. Donc, la Convention, d'abord, c'est vraiment le cadre légal qui régit les droits des personnes handicapées dans le droit international, droits humains, forcément,
et qui est, comme toutes ces conventions des Nations Unies, je ne peux malheureusement pas faire une introduction maintenant au fonctionnement des conventions droits de l'homme, ça je ne peux pas le faire, on n'aurait pas le temps, mais évidemment, toutes ces conventions sont ratifiées par les pays qui veulent ratifier, si vous voulez, et après traduites en loi nationale et sont en vigueur dans ces pays et à l'échelle mondiale. Donc pour nous, acteurs du développement, comme nous sommes très attachés au droit international, à tous ces instruments droits de l'homme, bien évidemment, il est important donc qu'on utilise le potentiel, j'ose dire, de cette convention aussi et qu'on ne se perde pas dans l'agenda 2030 ou d'autres instruments plus politiques. Parce que ça, c'est une des différences entre l'agenda 2030, qui est un accord politique, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, tous les pays s'y sont ajoutés en quelque sorte, donc c'est un accord politique, mais la convention, c'est évidemment un instrument légal. La différence est importante, bien entendu. Donc, cette convention, c'est aussi important peut-être de rappeler qu'elle ne crée aucun droit nouveau pour les personnes handicapées. C'est plutôt un instrument qui traduit et qui clarifie aussi comment les droits de l'homme qui sont valables pour tout le monde, y compris forcément pour les personnes handicapées, comment ces droits pourraient être réalisés pour les personnes handicapées. Donc, il y a dans ça une approche aussi très, très pratique à travers la Convention, en s'appuyant toujours sur le constat que finalement, malgré l'existence de d'autres conventions droits de l'homme, les personnes handicapées sont quand même souvent, ne jouissent pas des mêmes droits, et ces droits, bien qu'ils existent pour eux aussi, malheureusement ne se concrétisent, ne se réalisent absolument pas. Donc c'est pour ça qu'il fallait avoir une convention, si vous voulez, spécifique aux droits des personnes handicapées, mais c'est tout à fait dans la continuité de toutes les conventions droits de l'homme qui ont existé depuis la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez encore remonter plus loin, depuis la Révolution française. Mais on ne va pas faire un cours droit de l'homme ici, bien entendu. Donc, je dis tout ça, et je rappelle donc certains éléments clés de la Convention, aussi, bien sûr, le rôle central de la personne handicapée, hein, et aussi des organisations les représentant. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Évidemment, on n'a jamais le droit de résumer une convention ou un autre texte de cette importance en une seule phrase. Mais moi, personnellement, je pense que vraiment, ce rôle central qui est réclamé, mais aussi accordé d'une certaine façon aux personnes handicapées et à leurs organisations, ça, c'est pour moi vraiment au cœur et l'essence même de cette convention. Et dernier élément aussi, comme rappel, bien entendu, cette convention aussi a des articles spécifiques qui couvrent les domaines dans lesquels nous travaillons tous, d'une certaine façon sans doute, à savoir la coopération internationale et aussi l'aide humanitaire, articles 11 et 32, pour ceux qui veulent après relire évidemment le texte de la Convention, ce qu'elle dit exactement dans ces deux domaines-là. Donc si je fais tous ces rappels un peu par rapport à la Convention, c'est évidemment pour dire que quand on voit l'aide humanitaire, la coopération au développement, le rôle central de la personne handicapée, tout ça
ce sont des éléments qu'on peut concrétiser et réaliser à l'aide de l'agenda 2030, qui a pour but beaucoup de choses, on l'a dit et on l'a vu dans beaucoup de domaines, mais qui a vraiment pour but de ne laisser personne de côté. Donc là, il y a un lien évident entre la place de la personne handicapée dans la société et de l'agenda 2030. Moi, je dirais plutôt, donc au cœur pour moi, c'est la convention, et ça c'est vraiment très spécifique sur l'inclusion de la personne handicapée dans la société. Et ça, c'est vraiment ce que nous devons avoir, non seulement à l'esprit, mais surtout le faire dans toutes nos activités. Quand on parle d'inclusion de la personne handicapée, c'est ça vraiment notre texte fondateur. Et l'agenda 2030, comme d'autres textes et accords internationaux d'ailleurs, sont des formidables outils pour aider à mettre en œuvre la convention et ses principes. Je passe à présent à la dernière partie, pour ne rien vous cacher, que j'ai dans mes notes que vous ne voyez pas à l'écran parce que je les parcours sur mon ordinateur à côté, que j'ai simplement mis comme titre tout est dans la mise en œuvre. Donc ça veut certainement dire ce que ça veut dire. Moi personnellement, je pense que on a maintenant, avec les deux outils, donc la convention dont on a parlé à l'instant, l'agenda 2030, mais bien d'autres aussi, on a des outils, on a des accords politiques, on a des instruments légaux contraignants, on a aussi des moyens technologiques dont il n'est pas question aujourd'hui lors de ce webinaire. Mais ces trois éléments ensemble font que on n'a jamais eu autant de potentiel et de possibilités de rendre l'inclusion réelle, une réalité. Ça, on n'a jamais eu auparavant dans l'existence, probablement dans l'histoire de l'humanité, autant d'occasions et de potentiel pour le faire. Ceci étant dit, ça ne va pas se faire tout seul non plus. C'est pas parce qu'il y a des références dans l'agenda 2030, c'est pas, même pas parce qu'il y a des textes contraignants que tout ça s'applique automatiquement et tout seul. Il y a nous, chacun dans son rôle spécifique sans doute, et chacun à sa place peut-être aussi, mais souvent dans la collaboration, qu'on va faire avancer les droits de personnes handicapées en s'appuyant sur tous les outils qu'on a à notre disposition et dont notamment l'agenda 2030 et la convention. Et moi, pour le rendre ce plaidoyer un peu plus politique, un peu plus concret, et pour terminer par la même occasion, il y a dans tous les pays, avec évidemment des variations nationales, mais dans tous les pays, il y a des processus qui définissent les priorités de mise en œuvre, par exemple, de l'agenda 2030, les plans nationaux, plan du développement, plan de mise en œuvre de l'agenda 2030. Les appellations varient aussi selon les pays, mais peu importe, il y a tous ces processus de définition des priorités développementales pour tous les pays. Et ça, pour moi, c'est au cœur de ce que nous devons faire, d'intégrer les organisations de personnes handicapées selon la Convention dans tous ces processus de définition des priorités nationales, parce que c'est là que la mise en œuvre se joue réellement. C'est là que l'impact peut se faire et doit se faire. Et donc, il y a déjà eu de bons exemples ces dernières années, mais ça, pour moi, ça, c'est vraiment l'ouverture, la porte d'entrée clé si on veut utiliser l'agenda 2030, mais aussi la convention. Après, la définition de ces plans nationaux, il y a évidemment leur mise en œuvre, toujours à l'échelle nationale. Il y a évidemment les budgets à allouer pour les mettre en œuvre. Et tout cela, si les personnes handicapées y sont associées et leurs organisations y sont associées, c'est une évidence que la parole des personnes handicapées et les besoins aussi des personnes handicapées seront
visibles, audibles et du coup ont une chance d'être entendus et réalisés à travers tous ces programmes. Ensuite vient tout le soutien que nous pouvons fournir à ce développement, on va dire, sur le plan national, tout ce qui est l'intervention des ONG internationales, des agences du développement, qui vient en soutien des priorités ainsi reconnues et définies sur le plan national. Et il y a aussi, bien sûr, après, un rôle de tout le suivi et le rapportage qui se passe souvent à New York ou en tout cas au niveau régional et mondial, où on peut partager comment ça se passe, la mise en œuvre de l'agenda 2030. Est-ce que la personne handicapée est véritablement incluse dans tout ça au niveau national? Est-ce qu'il y a des bons exemples? Est-ce qu'il y a des mauvais exemples? Quelles sont les expériences à partager, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques? Tout cela, ça peut être et ça doit être aussi remonté au niveau mondial pour servir de leçon, parce qu'il reste quand même, pour ne pas parler ici de la Convention, mais parce qu'elle est faite pour l'éternité, mais pour l'agenda 2030, il reste quand même encore 12 ans de mise en œuvre. Et donc, il y a encore beaucoup quand même beaucoup de temps, d'une certaine façon, pour apprendre des premières expériences engrangées. En même temps, ne croyons pas que 12 ans soit un temps très long en matière de développement. Non seulement ça passe très vite, mais ça peut être très court aussi. Et donc, je vais terminer là. Je suis sûr qu'il y aura du débat, des questions et aussi des réactions en tout genre. Et je vais donc m'arrêter et je vous remercie pour votre attention. Merci Lars pour cette présentation très complète. En effet, là, je crois que le grand challenge, le grand défi, c'est réussir à synthétiser une thématique si vaste, si complexe, si articulée dans très peu de temps. Tu as vraiment réussi, je crois, à nous donner un aperçu complet et en même temps disons, particularisé sur ce qui est la relation entre les ODD et aussi leurs antécédents, les OMT, les OMT, et la Convention des droits des personnes handicapées, l'inclusion des personnes handicapées. Donc, merci vraiment pour ça. En effet, il y a déjà 3 questions que je viens de recevoir pendant que tu terminais tes dernières interventions. Donc, en fait, je rappelle à tout le monde, pour poser les questions, vous pouvez les poser par le biais de la section des questions ici de notre webinaire, de notre plateforme, ou bien lever virtuellement la main et essayer à parler par votre micro. Alors, si ça te dit, Lars, moi, je prendrai les 3 premières questions que j'ai ici à l'écran. Je vais te les lire et après, je te laisse la parole pour répondre. Donc, d'abord, on commence pour une question linguistique. Moi, sur ça, peut-être on peut se passer un peu plus vite de la part de Rokaya Diop qui nous dit « Est-ce qu'on doit dire une personne handicapée ou une personne en situation de handicap ?» Mais là, en effet, c'est une situation, je me permets aussi de donner mon avis, là, c'est une situation, une problématique linguistique franco-française qui en effet, il faut prendre en considération de manière qu'aussi le langage soit de plus en plus inclusif. Rokia, je te suggère aussi, à part de voir la réponse qui viendra aussi de la part de Lars, de suivre nos webinaires dans l'avenir aussi, parce qu'on traitera aussi la thématique de la communication inclusive. Et après, il y a une question, Lars, je te passe celle-là, c'est juste pour faire un rappel, si tu peux, de la part de Yakuba Savadogo, qui te demande si pouvez-vous revenir sur les 7 domaines de référence dans les ODD, le domaine de référence du handicap, de l'inclusion de personnes handicapées, et les 4 références de l'agenda et leur structuration d'une part et de l'autre. Là, peut-être, si on peut juste peut-être donner quelques petits aperçus, comme on ne veut pas tout revenir sur ces éléments, mais je te laisse peut-être répondre à cette question, Lars, et après on revient sur les autres qui ont été posées.
Tu me dis, hein? Ok, je peux déjà parler. Ok, pardon. Je croyais que le micro n'était pas encore ouvert pour moi. Donc, merci déjà pour ces questions. Oui, rapidement, effectivement, sur la question linguistique qui a été posée, qui est importante parce que c'est vrai, la langue et les éléments linguistiques traduisent quand même aussi souvent un état d'esprit ou en tout cas une façon de penser. Donc, ça a son importance. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Maintenant, le problème est toujours effectivement de répondre, on va dire, parce que même ça, c'est très complexe et il n'y a pas forcément une et la réponse bonne et juste. Et voilà. Mais pour donner au moins une orientation et ne pas complètement fuir la réponse, c'est clair que personne handicapée, en fait, c'est ça la terminologie utilisée dans la Convention. Et moi, quelle que soit la langue que j'utilise, que je rédige des documents en anglais, en allemand ou en français, ce sont les trois langues que je connais et je maîtrise plus ou moins. En tout cas, je me réfère toujours au texte de la Convention et la langue, le langage utilisé, la terminologie utilisée par la Convention. Après, dernier élément sur cet aspect linguistique, je pense, et ça je parle plus là maintenant à titre personnel, moi je pense que rendre le langage plus inclusif, c'est vraiment essentiel. Et ça veut dire aussi qu'il faut éviter quand même certaines expressions, un certain usage de langue. Et il faut par exemple pas dire les aveugles, les handicapés ou les je ne sais pas. Ça, il faut quand même éviter parce qu'il faut aussi toujours avoir à l'esprit qu'on parle de personne. Donc, tant que c'est clair que d'abord une personne, hein, et après il y a le handicap, et ça c'est très important pour moi qu'on ne parle pas, qu'on ne généralise pas selon la cécité, si vous voulez, d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc ça, c'est sur l'aspect linguistique. Après, voilà, il y aura d'autres séances plus approfondies et plus détaillées là-dessus. Bon, pour revenir maintenant sur les 7 références donc qui sont comprises dans le texte. Je vais aussi revenir dans mes notes si je les connais plus ou moins par cœur, les domaines en tout cas, pas forcément le texte. Donc en fait, voilà, je vais peut-être le reprendre. Ouais, je vais peut-être le reprendre. Donc, j'avais dit, il y a 11 références en tout dans tout l'agenda 2030 faites aux personnes handicapées, dont 7 se trouvent dans ce qu'on appelle les ODD. Donc, dans les 7 se composent de manière suivante. Il y en a 2 dans l'objectif sur l'éducation, il y en a une dans l'emploi, sur l'emploi plutôt, il y en a une dans l'objectif qui porte sur les inégalités entre les personnes et entre pays. Il y en a 2 dans l'objectif sur l'urbanisation et comment rendre les centres urbains plus accessibles et plus inclusifs. Et dernièrement, il y en a une 7e, donc, dans la mise en œuvre, voilà, de l'agenda 2030. Voilà pour les 7. Maintenant, les 4 références manquantes qui ne font pas partie des ODD, mais qui sont incluses dans l'agenda 2030, je ne les ai pas là maintenant toutes sous la main, mais il y en a une dans la définition des groupes vulnérables, hein, pour dire que les personnes handicapées, selon la terminologie de l'agenda, en font partie. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est dans la collecte des données et des statistiques, pour qu'il y ait à l'avenir plus justement de données portant sur les personnes handicapées. Ça il y en a une. Il y a une autre dans l'aspect de la discrimination, ou plutôt de la non-discrimination.
Et donc, il y en a une 11e, comme à chaque fois. Ben, la dernière, c'est toujours la plus difficile à trouver. Je ne l'ai pas sous la main, j'avoue. Donc, ça fait 10 sur 11 que je connais par cœur. C'est déjà un bon début. Mais la, Ouais. la dernière, je peux toujours la retrouver parce que j'ai aussi évidemment toute une présentation. Par contre, quitte en anglais, je ne sais pas, Frédéric, c'est peut-être une question à toi aussi. Est-ce que je peux, parce qu'il y a toute une présentation, pas celle que je viens de donner, parce que moi je fais mes commentaires personnels aussi et ma perspective, ma mise en perspective personnelle dans la présentation, mais il y a une présentation internationale, IDDC, IDA, qui existe en anglais, qui traite justement de ces questions, comment lier les ODD à la convention. Est-ce que cette présentation, est-ce que c'est utile de la partager? Est-ce qu'elle a déjà été partagée ou pas? Oui, alors merci, merci Lars pour ces éléments et d'abord félicitations pour te rappeler par cœur tous ces éléments-là. Et d'ailleurs, oui, nous avions partagé avant cette séance tous une série des documents utiles à la préparation de la session de formation. Donc, en fait, si bien je me souviens, on avait aussi partagé ces documents, mais bien entendu, tu peux ou bien soit par notre biais ou directement indiquer ces autres documents là dans le chat et nous aussi, nous les renverrons aux collègues qui ont participé à cette session dans le mail de demain ou de lundi dans lequel on va synthétiser tous ces éléments de cette formation. Donc, bien entendu, on est à disposition pour faire le lien entre toi et nos formés de cette session sur ce point-là. Donc, merci sur ça. Je reprends aussi un élément que tu as souligné, Lars, parce qu'il y a d'autres questions qui vont un peu dans la même direction. L'élément du person first, d'abord personne. Donc, c'est un élément de langage, c'est un élément, un aspect important pour définir l'approche des droits humains au handicap et inclusion des personnes handicapées. On a eu des questions là que j'ai lues sur le fait que est-ce que les personnes vulnérables ont-elles le même droit que les autres dans le cadre des ODD? C'est bien entendu ça parce qu'en effet, on parle des droits de l'homme, des droits humains qui donc sont universels par définition et cette approche doit être utilisée dans l'implémentation et la mise en œuvre des ODD en ligne avec les conventions des droits de l'homme des Nations Unies et notamment dans le cadre que nous discutons, la Convention des droits des personnes handicapées. Je passerai à deux questions maintenant de grand intérêt. Je remercie tout le monde en plus qui est en train de commenter et aussi de présenter quelques expériences intéressantes qu'on va récapituler peut-être à la fin de cette session. Il y a deux questions que je trouve entremêlées entre elles. Une de la part de Laetitia Vecchirini qui demande la dernière partie présentée souligne l'importance d'une société civile forte et de sa participation à l'élaboration des politiques nationales. Quelles pourraient être les solutions pour les pays qui n'ont pas encore de société civile structurée et dynamique dans le domaine du handicap? Et en même temps, nous avons une question un peu parallèle dirais-je, de la part de Kadele Bowo, que depuis la Côte d'Ivoire nous dit que la COPHCI de la Côte d'Ivoire et dont il est secrétaire exécutif est engagé dans un plaidoyer pour l'inclusion des personnes handicapées dans les autres instances de décision afin que nous puissions participer à l'élaboration des priorités de développement. Mais c'est encore difficile. Que pouvez-vous nous conseiller comme stratégie? Donc, en fait, ces éléments de l'implication de la société civile dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. It's everybody's responsibility. C'est à la responsabilité de toutes et de tous. Donc, comment faire? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des éléments, des outils? Je sais que chez CBM, vous avez travaillé sur ça. Des éléments que tu peux apporter à nos questionnaires, là, les gens qui ont posé cette question, Lars. Ouais. Merci encore pour les questions. Effectivement, elles sont vraiment très importantes et même, je dirais, fondamentales. Et évidemment, et ça c'est toujours le problème, il n'y a pas une seule réponse est facile, malheureusement. Si tout était facile, je pense qu'on aurait déjà trouvé non seulement la réponse, mais on l'aurait déjà fait. Mais c'est toujours ça. Mais bon, néanmoins, il y a évidemment toujours des éléments. Donc moi, je dirais personnellement, d'abord,
sur la problématique entre guillemets, de la société civile et, et sa force ou pas, ou son absence, ou son état de développement dans certains pays. Bon, faut pas se voiler la face, surtout pas ici, dans ce webinaire. La problématique de l'espace offert, entre guillemets, et que peut occuper la société civile dans beaucoup de pays, l'espace est plutôt en train de se rétrécir, de se réduire. Et on ne veut pas être trop pessimiste, et surtout pas avant le week-end, mais c'est vrai, c'est une réalité qui malheureusement se répand dans beaucoup de pays, y compris dans les pays où auparavant on n'aurait jamais imaginé que ça puisse peut-être se faire. Donc ça, c'est malheureusement un constat qu'il faut faire et que vous, bah, ici on est dans un séminaire, dans un atelier de formation à poser des constats, mais il faut surtout combattre cette tendance, pour le dire de manière un peu plus activiste. Ça, je pense que ça c'est évidemment une première chose qui ne répond pas directement à la question, mais c'est clair que à l'heure actuelle, cette problématique est plutôt grandissante qu'en train de diminuer. Donc, première chose. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on peut, quelque part, et donc, deuxième élément, il faut, là où c'est possible, renforcer la vitalité, si vous voulez, la société civile, et je compte parmi la société civile, important qui me tient aussi très à cœur, les organisations des personnes handicapées. C'est pour moi de la société civile. Parfois, on fait un peu, surtout quand on parle ici du handicap, on fait un peu comme si c'était une catégorie à part. Oui, d'une part, c'est vrai, mais d'autre part, évidemment, les OPH, comme on les appelle dans le jargon, ben, pour moi, font parfaitement partie de la société civile. Juste pour livrer au moins ma version des faits. Donc, le renforcement de la vitalité de la société civile au sens large, y compris donc les OPH, à travers l'aide internationale, les instruments, il y en a. Il y a les bailleurs de fonds dans l'Union européenne, parce que je suis à Bruxelles, que je suis un peu mieux que d'autres peut-être, mais les Nations Unies le font aussi, différentes fondations internationales. Donc, il y a aussi des financements, si vous voulez, qui interviennent en faveur de la société civile locale et nationale, là où c'est plutôt compliqué d'agir. Et là aussi, il faut bien le dire aussi, où les ONG internationales ont peut-être même de plus en plus de mal d'intervenir aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le cadre législatif dans certains pays pour les ONG internationales se fait aussi de plus en plus menaçant, pour ne pas dire autre chose. Voilà, donc ça c'est quand même un élément qu'on peut retenir aussi, donc le renforcement de la société civile à travers de l'aide internationale, là où c'est possible, et c'est souvent possible. Troisième et dernier élément que j'aimerais quand même mettre en œuvre, bon, après il y a aussi des cadres, il faut pas non plus, là où la société civile est relativement faible, voire absente, ou muselée, ou voilà, ou un peu de tout cela, c'est pas pour ça que les droits des personnes handicapées ne peuvent pas progresser pour autant, ou on ne peut pas travailler sur le progrès, la progression de ces droits. Il y a des pays où il y a des agences, si vous voulez, un peu semi-gouvernementales souvent, ou même voire complètement contrôlées par les gouvernements, qui sont des structures parapubliques, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, qui ne correspondent pas à ce que moi, je considère la société civile indépendante et forte, mais qui sont malgré tout des structures existantes, sur lesquelles il faut s'appuyer dans un cadre existant et qui permettent malgré tout de faire avancer les droits des personnes handicapées. Donc voilà, il faut évidemment toujours travailler à partir
du système politique dans lequel on opère. On ne peut pas réinventer du jour au lendemain le système, ou même choisir parfois, malheureusement, le système politique dans lequel on fait son travail. Donc voilà, quelques éléments qui me tiennent à cœur, même si j'avoue évidemment que tout ne répond pas à la question. Tout répond à la question, mais la question n'a pas de réponse, une réponse facile, malheureusement non plus. Mais je pense que ce sont quand même quelques pistes qui sont là, qu'il faut exploiter. Merci, merci encore Lars pour ces réponses très, très complètes encore. Il y a beaucoup d'éléments desquels on pourrait discuter, comme on le disait avant, et Lars a bien dit, malheureusement, nous n'avons pas le temps d'y dédier un séminaire à chacun des aspects, des éléments, des piliers que Lars a évoqués, mais il faut un peu résumer tous les éléments dans 1 heure et demie, qui est le temps que nous avons à disposition pour cette formation. Je remercie aussi tous ceux qui sont en train d'intervenir et de nous présenter des exemples de renforcement des organisations de la société civile ou d'autres bonnes pratiques exemples. C'est très intéressant. Merci. Je vous invite à nous envoyer des messages par courrier électronique à l'adresse depuis laquelle vous avez reçu une invitation à participer à ce séminaire, c'est-à-dire kms@bridgingthegap-project.eu. Voilà, de nous informer. Nous sommes bien entendu à l'écoute, bien intéressés à connaître d'autres expériences de succès dans vos pays ou dont vous êtes à connaissance. Lars, il y a encore une question, il y a encore 2 questions en effet. Une qui concerne directement ce qui est la participation et l'implication des familles des personnes handicapées, notamment des familles des personnes qui sont en situation de dépendance. Donc, la question de la part de André Kaby est: est-ce que l'inclusion des personnes handicapées peut se faire sans la participation de parents? Là, ils nous dit: je voudrais ici parler pour le compte des personnes en situation de handicap mental qui sont dépendantes de ses parents et ses amis. Par conséquent, est-ce que ce sont les parents et les amis qui doivent être les plus grands acteurs dans ce contexte? Ok, tu veux que je réponde à la question d'abord, ou tu me poses la deuxième que tu avais? Ah oui, oh, pardon, je t'ai d'ailleurs, désolé, je t'ai silencié par erreur. En fait, il y a un commentaire de la part de Yacouba Savadogo par rapport aux organisations de la société civile, dont il avait posé la question avant, il nous dit: la problématique des organisations de la société civile dans le milieu du handicap est fortement impactée par la mobilité réduite, alors que nos États en Afrique sont plus réactifs aux actions fortes et musclées. Donc, en fait, un commentaire, une réflexion concernant surtout les États africains. Je dirais très important ce qu'Ilars a quand même dit avant, du fait que les organisations des personnes handicapées sont des organisations de la société civile. Il ne faut pas diviser, il ne faut pas séparer entre les deux, mais essayer à inclure aussi les organisations de personnes handicapées dans le contexte des organisations de la société civile de manière de plus en plus forte. Quand même, Lars, je reviens vers toi par rapport à ce qui est la question de la participation des familles et des personnes handicapées en situation de dépendance. Ouais. Oui, mais merci pour cette question. Moi, je pense que très, très clairement, comment dirais-je, les familles ou les parents ont évidemment un rôle à jouer. Ça, je pense que c'est incontestable, qu'il y ait là un rôle à jouer pour les familles ou les parents d'enfants handicapés. Maintenant, pour moi, le principe, c'est quand même d'abord de voir la personne, en l'occurrence handicapée, au centre du jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, c'est pour moi le principe à partir duquel on peut construire. Parce que même une personne dite en dépendance a
non seulement des droits, ça va de soi, mais aussi des façons d'exprimer sa volonté, ses souhaits, ses centres d'intérêt, ses besoins peut-être aussi, pourquoi, même si ces modes d'expression sont peut-être différents d'une personne qui n'a pas la même situation de dépendance. Donc ça, je pense que c'est toujours important de voir. Après, ça, c'est évidemment du cas par cas. On ne peut pas non plus généraliser, mais je pense que ici, pour ce webinaire, il faut quand même un peu généraliser malgré tout. C'est de voir vraiment la personne d'abord. Et la personne avec tout ce qu'elle a. Et trop souvent, moi, je me fais souvent d'ailleurs allumer pour ces commentaires sur cette question-là, juste pour ne pas me cacher. Trop souvent, les personnes handicapées en particulier, mais ça peut valoir pour d'autres personnes d'ailleurs aussi, mais en quelque part, ont leurs parents des sortes de porte-parole qui parlent à leur place. Ça, je ne pense pas, même pour les enfants, que ce soit, en tout cas, c'est pas ma conception de la chose, pour être très clair là-dessus. Maintenant, c'est clair qu'une personne, un enfant handicapé qui a 6 ans et qui a peut-être des difficultés de s'exprimer en plus de l'âge de 6 ans, qui déjà a un mode d'expression différent de quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans, bien entendu. Ça, pour moi, c'est très important de toujours voir la personne d'abord. Ensuite, tout le soutien à travers la famille, les parents, la famille élargie, dans beaucoup de cultures. Hein, il faut aussi voir l'importance de la famille dans toute la société, qui n'est pas forcément celle qu'on connaît ici en Europe en 2018 en tout cas. Hein, on a peut-être connu une importance beaucoup plus grande de la famille dans nos sociétés européennes aussi, mais il faut reconnaître aussi que le rôle central de la famille ou de l'aide familiale, si vous voulez aussi, dans beaucoup de cultures est différente de celle qu'on connaît ici. Et donc, du coup, il faut être très sensible effectivement à cet aspect, on va dire, culturel aussi. Ce que moi je dis de façon peut-être un peu individualiste, on me le reproche souvent d'ailleurs, peut ne pas correspondre aux cultures dans d'autres parties du monde. Donc ça c'est aussi un aspect qu'il faut vraiment relever et mettre ça dans le contexte local au lieu de venir avec des gros concepts déjà prédéfinis, si j'ose dire, et essayer de les appliquer partout. Mais bon, vous avez entendu un peu ma version des choses. Il n'y a pas de, encore une fois, là-dessus, il n'y a pas comme ça une réponse facile parce que c'est en fait, en réalité, c'est du cas par cas qu'il faut quand même voir quelle est encore la façon dont la personne elle-même peut s'exprimer, comment, et ainsi de suite. Donc ça, on ne peut pas maintenant venir avec, comment dirais-je, une réponse standard et puis tous les problèmes sont réglés. Merci, merci encore Lars pour cette réponse. En effet, là, André Kabi qui avait posé cette question revient sur le point et insiste en fait qu'il y a des situations très graves de violation des droits des enfants infirmes moteurs cérébraux. Qui nous dit dans son message de tuer impunément dans nos sociétés parce que leur handicap est trop lourd et pénible à vivre par les parents. Et donc, ne pensez-vous pas que la protection de leurs droits passe pas davantage par l'activisme de leurs parents? Là, je reviens un peu sur ce que Lars venait de dire. Donc, la participation, en fait, là, est importante. Là, c'est aussi de la sensibilisation sur la thématique et des aspects très complexes qui, quand même, doivent être analysés au cas par cas. Cependant, nous restons évidemment dans le cadre général du respect des droits de l'homme, des droits humains, dans lequel on contextualise les ODD comme bien évidemment la Convention des droits des personnes handicapées. Donc,
Voilà, donc s'il y a encore des questions de la part de nos participants, nous avons encore quelques instants et on peut encore profiter de la présence de Lars pour quelques instants. Sinon, je vous invite à poser des questions là à l'écrit par le biais de la session des questions ou bien encore de lever votre main sur la plateforme. Il y a peut-être Ouamaru Traoré, je vois, qui est en train d'essayer de poser des questions, et Bernard Kedraon. Alors, je donne la parole d'abord à Ouamaru qui avait levé la main et je vous ouvre le micro pour intervenir. Voilà, vous avez la parole maintenant. Merci beaucoup à tous. Merci également à Lars. Je pense que j'avais déjà envoyé un petit commentaire. Je voudrais simplement souligner qu'au Burkina, la société civile, elle a également cette puissance d'activisme. Et nous essayons quand même de participer à toutes les activités des coalitions, des organisations de la société civile. Je voudrais signaler également qu'il vient d'être mis en place et réactivé une commission nationale pour les droits des hommes, et dans laquelle il y a donc moi-même qui ai été élu comme représentant du groupe des personnes handicapées. Donc nous pensons en tout cas faire en sorte de lutter pour tout ce qui est violation à l'endroit des personnes handicapées. Moi, je voudrais simplement vous demander au niveau donc de ce forum, est-ce qu'il n'est pas possible de faire une recommandation au gouvernement, aux politiques, de faire en sorte qu'il y ait des conseillers auprès notamment des premiers ministères pour qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment là et qui regarde les politiques en matière de personnes handicapées et qui lutte pour qu'on n'oublie pas la situation des personnes handicapées. Il y a quelque chose concernant les personnes vulnérables comme les personnes âgées, les enfants, mais les personnes handicapées, on trouve que c'est transversal. Et donc, je pense que c'est souvent saupoudrer les actions qui sont en direction des personnes handicapées. Je vous remercie. Merci, merci Ouamaru pour votre intervention, pour le point sur la transversalité. Avant de redonner la parole à Lars, je prends aussi le commentaire ou la question de la part de Bernard. Bernard, je vous prie juste d'être synthétique, un peu comme l'a été Ouamaru, de manière qu'on puisse répondre aux deux questions et fermer cette session. Merci. Oh, désolé, je crois avoir commis une petite erreur. Voilà. Bernard, vous avez la parole. Merci. Oui, bonjour. Je vous appelle de Bretagne, dans l'ouest de la France. Je souhaitais savoir les objectifs de développement durable et l'agenda 2030, s'il est fait pour les pays, par la ratification par les pays des objectifs de développement durable. Comment peut-on faire pour que ces objectifs soient mis de façon efficace en œuvre dans les régions et les communes quand on est dans un pays un petit peu décentralisé comme la France, et dans un contexte des fois qui fait débat, c'est la désinstitutionnalisation, et ce qui vient d'être édit tout à l'heure, quand les familles s'expriment à la place des personnes en situation de handicap. Merci Bernard pour votre intervention aussi et votre question très ponctuelle. Et merci aussi pour votre capacité de synthèse. Je redonne la parole à Lars pour répondre à ces deux dernières questions. Merci par. Oui, d'abord, pour le Burkina Faso, j'ai malheureusement pas votre prénom ici qui s'affiche, mais c'est pas grave, vous êtes bien reconnu. En fait, je pense que, bon, je ne sais pas si ce projet Bridging the Gap a pour vocation de faire des recommandations envers tel ou tel gouvernement national. Donc ça, c'est plutôt une question à laquelle tu pourras répondre, Frédérico. Qu'est-ce qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on peut traduire cette question et cette volonté de s'adresser à un gouvernement en faisant cette recommandation? Dans quel cadre est-ce qu'on peut le faire? Donc ça, c'est peut-être plus un élément qu'autre chose. Maintenant, je pense que ce que tu soulignais, c'est très important aussi. J'allais de toute façon revenir là-dessus.
Moi, je pense que dans beaucoup de pays, en tout cas que moi je connais un peu, hein, il faut toujours être très modeste parce que est-ce qu'on connaît vraiment un pays à part le sien et encore ça, il y a quand même souvent encore une sorte, pas de division, mais un manque de contact entre le mouvement des personnes handicapées, souvent même, et ça c'est une réalité dont on n'a pas encore parlé, souvent même fragmenté en tant que mouvement, donc voilà, et ce qu'on appelle la société civile. Donc, dans beaucoup de pays que moi je vois un peu, ces liens ne sont pas, à mon goût en tout cas, pas suffisamment forts. Et donc ça, c'est pour moi une des choses vraiment sur laquelle il faudra travailler, parce que s'il y avait des liens beaucoup plus forts entre le mouvement personnes handicapées et le mouvement genre, le mouvement droits de l'homme en général, défenseurs droits de l'homme et ainsi de suite, et beaucoup d'autres bien sûr, je pense que la voix porterait beaucoup plus loin aussi auprès du gouvernement. Donc là, je pense que pour moi, ça c'est une piste importante vraiment à creuser. Il y a des exemples où ça se fait, ou en tout cas, ça s'est beaucoup amélioré aussi ces derniers temps, mais ça laisse encore quand même dans beaucoup de pays à désirer. Et donc, il y a encore pas mal de barrières à casser, y compris aussi d'ailleurs, je pense que le mouvement personnes handicapées dans certains pays, encore une fois, il faut vraiment pas généraliser quand on dit ce genre de choses, ne prend peut-être pas assez d'initiatives lui-même à l'encontre et pour créer et tisser peut-être ces liens avec la société civile plus largement que le mouvement personnes handicapées. Dernier élément donc sur l'aspect de la décentralisation, qui est effectivement, et le cas français, c'est un cas parmi beaucoup d'autres, évidemment, aussi bien dans les pays, on va dire, plus développés que dans beaucoup de pays en voie de développement, une réalité d'aujourd'hui. Ça, je pense que ça, c'est clair. Maintenant, évidemment, ces entités locales, régionales, en tout cas à un niveau, l'échelle en dessous du niveau national, est censé, je dis bien est censé, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais est censé quand même être associé et partie prenante, même pas associé, partie prenante de tous les développements, de tous les plans nationaux de mise en œuvre des ODD dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, et si ce n'est pas le cas, c'est effectivement aussi un peu comme pour la société civile, le rôle des organisations qui représentent par exemple les maires de France ou voilà, d'autres organisations du même style, à se faire entendre et à se faire une place auprès des gouvernements nationaux dans l'élaboration de tous ces plans de mise en œuvre des ODD. Donc là, il y a là une place importante à prendre qui n'est pas toujours occupée, qui n'est peut-être pas toujours revendiquée par les entités locales ou communales, selon les pays, ça varie évidemment les appellations, mais c'est une place importante à prendre et il ne faut certainement pas attendre que les gouvernements nationaux, même si c'est normalement leur rôle et leur mission, accordent cette place aux autorités locales. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour plus ou moins de ces questions. Oui, tout à fait. Là, ça a fait un tour formidable, exceptionnel. Je crois c'était vraiment compliqué d'arriver je répète, à synthétiser dans très peu de temps tous ces éléments. Mais en effet, c'est très intéressant de voir comment on a eu la possibilité de basculer entre le Burkina Faso, la France, la Côte d'Ivoire, etc. dans cette formation et d'apporter des exemples et des éléments de la part de
plusieurs parties du monde. Donc, je crois que ça a été la force de cette formation. Alors, malheureusement, nous arrivons désormais à la fin de la formation. Je reviens encore justement sur ce que tu venais de dire, Lars, par rapport au Burkina Faso, la question qui a été posée par le collègue et qui a été aussi évoquée de la part d'Inoussa Kimté dans un commentaire qui nous dit que le mouvement des personnes vivant en situation de handicap au Burkina Faso n'est pas suffisamment fort. L'idée de Bridging the Gap, combler l'écart, parmi les résultats attendus et les activités à envisager, il y a aussi le renforcement des organisations des personnes vivant en situation de handicap, de leur capacité de plaidoyer et de leur capacité de promouvoir les droits des personnes handicapées vis-à-vis des institutions nationales et des instances internationales aussi. Donc, en effet, on mènera aussi des activités dans ce sens-là, dans un stade un peu plus avancé du projet, surtout pour permettre un lien plus fort entre les organisations de la société civile des personnes handicapées et les institutions nationales. Il y a des instances déjà au sein du Burkina qui lancera d'ici peu un forum national, en fait, sur le handicap en juin, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, je m'excuse avec ceux qui ont posé d'autres questions maintenant, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de cette formation. Je vous remercie toutes et tous pour la participation. Je vous invite à continuer à suivre les initiatives et les activités du projet Bridging the Gap, combler l'écart via notre site internet, nos réseaux sociaux. Vous allez recevoir, comme je le disais au début de la formation, un mail soit demain, soit lundi avec la vidéo de cette formation et aussi de matériel formatif qui a été utilisé pour la préparer. Mais laissez-moi bien évidemment remercier surtout Lars Bosselmann pour sa participation, sa présence, sa présentation, sa disponibilité et bien entendu son expertise sur cette thématique. Merci beaucoup Lars. Avec plaisir. Merci à tout le monde aussi. Merci encore et alors une bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir.